Salut mon petit loup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors pas n'importe quelle vidéo, une vidéo qui me tient à cœur, une vidéo sur le Blurple. À chaque fois que je sors une vidéo sur le Blurple, ça m'émoustille, j'adore ça, c'est mon deck préféré, au cas où tu l'aurais pas encore compris. On va s'analyser ici ma petite decklist niveau création par rapport au set championship que je vais faire dans les prochains jours. Et on va lancer du coup le spot publicitaire, on va lancer le générique et on va s'attaquer à ça tout de suite. J'aimerais te parler de cette petite collaboration que j'ai réalisée avec Card Custom Art, alors qui m'a du coup réalisé ces deux magnifiques enchantés, donc Stygian Opener de display chanceux et Stygian, donc qui invoque Hades. Alors, ces cartes sont d'une qualité franchement incroyable. Alors, comment on commande? Du coup, donc vous allez sur le site qui est dans la description. Alors, vous voyez, il y a plusieurs licences qui sont traitées par Card Custom Art. Donc, nous, on va cliquer sur l'Orcana parce que c'est ce qui nous intéresse. Alors, vous avez plusieurs options. Vous avez carte foil brillante, carte non foil non brillante. Alors, carte seule, carte dans un boîtier avec gradation, avec étiquette personnalisée, incluse dans un booster de 5 cartes vraies Lorcana, incluse dans un booster avec 10 autres vraies cartes Lorcana communes plus communes rares, carte géante avec les dimensions, carte géante avec l'autre dimension ou en porte-clés. L'étape 1, donc du coup, on ajoute au panier. Donc nous, on va choisir une carte seule, carte foil brillante, on l'ajoute au panier. Le code promo, donc qui s'affiche à l'écran, donc vous l'encodez ici, vous cliquez sur valider. Une fois que votre commande est payée, vous recevez par mail du coup toute la marche à suivre pour pouvoir vous connecter. Vous accédez à la page de personnalisation en fonction de ce que vous avez choisi. Moi ici j'ai choisi l'Orcana, donc on va aller sur le Google Forms de l'Orcana. Ensuite, vous rentrez dans la partie du coup personnalisation qui est vraiment intéressante. Donc, vous choisissez le type de carte souhaitée. Donc, moi, je vais choisir... j'hésite avec, allez, améthyste. Alors, on veut une... vous voyez, vraiment, vous avez tout ce qui est possible. Donc, une iconique. Alors, design de la carte. Donc là, vous pouvez vraiment choisir le design de la carte. Alors, moi, je vais choisir iconique du chapitre 8. Alors, numéro de la carte, voilà, vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez comme numéro de carte. Vous pouvez choisir le booster. Vous avez la carte ancrable ou non. Moi, je vais choisir une carte ancrable. Le coût de la carte, on va choisir 4. Vous pouvez mettre le nom de la carte plus la ligne inférieure. Enfin, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Classification de la carte. Enfin bref, la personnalisation, elle est vraiment, vraiment complète. N'oubliez pas le code promo qui s'affiche, Style 8, 8% de réduction sur toutes vos commandes. Bisous mon petit loup, merci pour ta ou tes futures commandes. Mouah. Alors du coup, on se retrouve avec donc ma decklist Blurple ultime. Alors pourquoi est-ce que je l'appelle comme ça? Parce que j'ai bossé dessus pendant des jours et des jours sur l'Orcanito. En match de ligue, en IRL, etc. etc. J'ai eu de très très bons résultats par rapport à ce que j'ai vu, par rapport aux sensations, etc. Et les decks qui sont joués quand même dans la méta locale dans laquelle je suis. Faut savoir qu'ici je suis dans une méta locale la plupart du temps où il y a quand même pas mal de style song ou pas mal de jaune gris aggro. Donc j'ai essayé vraiment de trouver une decklist qui peut avoir un bon match-up contre ces deux decklists là. Je rappelle pour ceux qui me connaissent déjà et ceux qui ne me connaissent pas. Au chapitre 7, du coup, j'ai fait champion avec ce genre de decklist là. Je vais vous expliquer mes choix, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas mis certaines cartes et pourquoi j'ai mis certaines cartes. Et je vais vous montrer aussi une variation possible, enfin une adaptation qui est possible de faire si vous êtes sûr qu'il n'y a pas beaucoup de gris autour de vous et que par exemple vous êtes plus susceptible d'affronter du discard ou du vert mauve ou même éventuellement du violet rouge. Alors il faut savoir que cette decklist-ci là fonctionne contre à peu près tout. Par contre, est très sensible au bleu-rouge objet, je préfère le dire tout de suite. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez à l'écran qu'il y a les chèvres. C'est pour essayer d'augmenter le match-up contre bleu-rouge. Par contre, pour le reste, on s'en sort quand même pas mal. Il y a des match-ups qui sont un petit peu moins évidents, par exemple Discard, parce que du coup ici, vu qu'il n'y a pas les Peter Pan, c'est un peu plus compliqué d'aller chercher Diablo ou d'aller chercher, ou de faire le combo Peter Pan Yago. Mais vous avez quand même la possibilité de vous en sortir. Mais puisque dans la méta locale dans laquelle je suis, il n'y a pas beaucoup de decks discard et il y a plus de decks style song, jaune gris aggro,
et parfois même gris plus une autre affinité de couleur. Je préfère assurer les arrières et je trouve que je ne le fais pas encore assez avec cette decklist là, mais j'ai pas envie de me déforcer contre les autres match-ups sur lesquels je risque de tomber, donc je suis resté sur cette conclusion là. Donc il faut savoir que j'ai quand même fait 2 bonnes semaines par rapport à la dernière vidéo du Blurple que j'ai sorti au début de ce chapitre-ci. Donc j'ai testé beaucoup de choses, j'ai gardé beaucoup de choses, j'ai enlevé beaucoup de choses, donc voilà. Alors, voilà, l'intro étant passé, le contexte étant planté, on peut rentrer dans l'analyse du deck. Alors, on a du coup en système de rampe, nous avons Typo. Alors, Typo, c'est très important de le garder. En fait, vous allez avoir 2 possibilités pour rampe. Vous allez avoir Typo et vous allez avoir Voguer sur la mer Azurite. Alors, Voguer sur la mer Azurite, elle vous fait piocher une carte et vous pouvez ancrer une fois en plus sur le tour. Donc, ça vous autorise à faire l'action de je te révèle ma carte, j'ancre. Donc, la carte doit être ancrable. Vous ne pouvez pas avec Voguer ancrer une non ancrable. Par contre, avec Typo, vous avez le droit d'ancrer une non ancrable. Alors, c'est pas dérangeant ici parce que j'ai eu la volonté d'avoir maximum 10 non ancrables dans le deck. Parce que je trouvais qu'avec 12-13, des fois je briquais et ça m'embêtait. Donc j'ai essayé de diminuer un maximum le nombre de non ancrables. Mais ça, bien entendu, vous pouvez l'adapter à votre sauce. Mais du coup, Typo, on va plus l'utiliser quand on a le choix. Donc quand on a au mulligan Typo et Voguer. Si vous savez que vous jouez contre un deck agressif, vous pouvez vous permettre de garder Typo parce que vous allez essayer d'aller chercher au mulligan éventuellement Merlin Crabe et Madame Mime Renard. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que quand vous jouez contre un deck qui a une sortie aggro, ou que vous savez que vous jouez contre un deck aggro, vous devez absolument empêcher la personne de gagner du lore en début de partie parce que c'est ce moment-là où vous êtes le plus fragile. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? On garde Typo plutôt que Voguer, quitte à ancrer un génie ou même une autre carte qu'on aurait potentiellement gardée. Parce que, en fait, votre but contre un deck aggro, c'est de stabiliser le début de partie. L'early game, vous êtes très sensible. Même avec la sortie Glacial Obel. Parce que la sortie Glacial Obel, elle ne tue pas Daisy tout de suite, par exemple. Il faut un personnage qui tape à 4 pour taper Daisy, donc il faut taper 2 fois. Et très souvent, ceux qui jouent jaune-gris aggro, si vous tapez 3 avec votre Daisy dans la Daisy, ils ne vont plus partir à l'aventure avec, et ils vont la garder pour réponse. Donc du coup, à moins que vous ayez l'Alter Bell pour terminer la Daisy, c'est très compliqué. Donc je vous conseille déjà de garder Glacial Obel, de garder Typo, de garder Merlin Crabe et de garder Madame Mime Renard, même si vous pouvez jouer à tour 4 après avoir rampé. C'est plus important de stopper l'hémorragie du début de partie, quitte à se désaxer un petit peu, et jouer ces gros tons après, Elsa, Belle pour transférer, Génie pour piocher plus tard ou pour faire du lore, plutôt que de setup vos tours 4 qui au final, vous quand vous allez commencer à taper, la personne en face elle peut très bien déjà avoir mis pour ciné, avoir déjà mis 10 de lore dans votre vue, et vous allez être sous pression toute la game. Donc je vous conseille de garder Typo, comme ça c'est un support à Crabe, qui tape à 4 et qui va tout de suite tuer Daisy, ou c'est un support à Bounce avec Madame Mime Renard, un peu comme Belle, qui est un support à Bounce avec Madame Mime Renard. Ça, c'est quand vous jouez contre les decks qui ont des sorties aggro. Quand vous jouez contre des decks qui ont des tendances à avoir des sorties un peu plus contrôle, ou contre par exemple Steel Song, vous n'allez pas vouloir mettre Typo parce que Typo va donner une cible facile à Cendrillon avec Perdu dans l'hiver. Vous allez plutôt vouloir mettre Voguer. Voguer, comme ça, vous piochez une carte en plus qui peut vous donner une réponse pour pouvoir gérer au mieux le match-up. Et vous allez essayer de faire Glacial Obel, histoire d'avoir déjà une 3-3 sur le board, et que qui ne se prendra pas perdu dans l'hiver. Alors ça c'est une chose. Donc c'est l'opportunité de savoir si on garde Typo ou si on garde Voguer. Voguer par exemple, vous allez le faire contre, pareil, un match-up bleu-rouge, vous allez mettre Voguer, ou alors si vous êtes sur le play, vous pouvez faire Typo pour essayer de gratter du lore un maximum. C'est un axe qui peut être utilisé. Mais quand vous n'avez pas le choix, vous avez Typo, vous utilisez Typo pour ramper parce que c'est quand même plus important, peu importe le match-up, et ou alors Voguer. Mais si vous avez vraiment le choix, contre aggro vous gardez Typo, et contre contrôle vous gardez Voguer. Alors, le reste, donc, Madame Mime Renard et Monsieur Merlin Crabe. Alors, pourquoi est-ce que je les ai remis?
Alors, j'ai remarqué que il y avait quand même pas mal de decks aggro, dont le fameux jaune-gris aggro, qui était quand même assez populaire. Mais il n'y a pas que lui. Il y a des decks jaunes qui utilisent quand même la base agressive du jaune pour créer des decks aggro. Madame Imrenard permet d'aller chercher Daisy tout de suite. Merlin Crabe permet de booster Belle pour devenir une 6-3 et d'aller taper Rhino. Parce que Rhino est un problème quand même. C'est une 4-3 qui a résistance plus 2. C'est quand même assez compliqué d'aller le chercher. Donc, vous avez aussi l'opportunité d'utiliser Crabe pour booster votre génie ou votre Elsa pour aller chercher un autre génie ou un autre Elsa, sans forcément envoyer deux personnes dedans et gagner un avantage de l'or. Ça, je pense plutôt au violet ou éventuellement même au bleu-rouge décapé avec Maui Requin. Vous jouez Elsa Crabe, vous couchez. Donc vous jouez Elsa, vous couchez Maui Requin, vous jouez Crabe, vous boostez votre Elsa, vous allez dans le Maui Requin, vous gardez potentiellement votre Hades, ou alors vous utilisez cette alternative-là si vous n'avez pas Hades. Alors, on a génie en 4 exemplaires. On pourrait éventuellement penser au lapin, mais je trouve qu'on pioche assez dans le deck, donc il n'y a pas besoin spécialement du lapin. Mais si vous voulez vraiment jouer lapin dans le deck, vous mettez 3 génies à lapin ou 2 génies de lapin, puisque de toute façon on réutilise les Madame Imrenard, le lapin sera rentable. Maintenant, moi perso, j'en ai plus jamais ressenti le besoin, contrairement à Merlin Crabe et Madame Imrenard. Je vais les confondre à cette vidéo-là, je le sens. Hein. Et vous avez l'opportunité quand même de faire de l'or. Et puis, il y a quand même violet rouge qui est quand même là. Il y a quand même bleu rouge décapé qui est là. Et vous devez quand même gratter du lore. Alors, chèvres, je les ai mis pour gratter du lore. Pour le match-up violet-gris. Pour le match-up violet-rouge. Et pour le match-up bleu-rouge objet. Alors pourquoi bleu-rouge objet? Bleu-rouge objet, il faut essayer de gratter du lore dès le début. Parce qu'une fois qu'il a commencé à mettre tous ces objets et que vous n'arrivez pas à le stopper, c'est mort en fait. Vous allez finir par perdre. Donc en mettant Merlin Chef, vous pouvez gratter du lore. Vous mettez Merlin Chef, vous bouncez. Vous mettez Merlin Chef, vous bouncez. Puisque de toute façon, lui va stacker ses objets et va commencer à vous clean votre board tous les tours. Donc, Merlin Chèvre, ici, je l'ai remis un petit peu pas à contre-coeur, mais j'aurais préféré mettre autre chose. Parce qu'en fait, je trouvais qu'il n'y avait plus besoin. Mais maintenant, vu que le bleu-rouge objet revient, je pense qu'il y a quand même matière à intégrer la chef. Ça reste quand même fort, surtout quand on joue renard. En plus, on génère du lore quand même assez souvent. Balthazar Picsou, je l'ai mis en une fois. On peut le mettre en plusieurs exemplaires. Moi, je l'ai mis en une fois pour arriver à 10 non en crabe. J'en voulais pas plus. Mais je vous montrerai tout à l'heure les deux petites alternatives qu'il y a pour le deck. De toute façon, donc ça vous aurez dans cette vidéo là deux decklists différentes, une decklist la mienne qui est pensée par rapport à mon style de jeu et par rapport à ma méta locale, et une autre qui est différente mais qui peut marcher tout aussi bien et qui a déjà fait ses preuves. Alors Kida, c'est vraiment mon petit coup de cœur du chapitre 7. Pourquoi? Parce qu'elle est hors d'atteinte et justement contre Steelsong, vous savez que quand vous la posez après avoir fait voguer, elle reste. Et c'est ça qui est cool, parce que contre Steelsong, il faut absolument garder du board au début pour pouvoir après jouer Elsa, coucher Ariel et aller trade dedans avec Kida pour retarder le premier sur rêve bleu et retarder l'alter Ariel. Alors, je ne dis pas que quand vous faites ça, c'est auto-win, mais en tout cas, ça vous facilite grandement la vie. Et puis en plus, elle est hors d'atteinte. Et deuxième chose que j'aime beaucoup, c'est que contre les autres match-up, regardez les deux premières cartes de votre pioche, placez-en une dans votre réserve d'or face cachée, épuisez, et l'autre sur votre pioche. Ça vous permet d'enlever les typos, ça vous permet d'enlever les cartes qui vous servent à rien dans le match-up, de les mettre en encre et à contrario de mettre une carte qui pourrait être utile au-dessus de votre deck. Surtout qu'elle n'est pas si facile que ça à aller chercher en début de partie. Et donc du coup vous faites l'effet une fois, vous vous accélérez, vous vous rapprochez de votre Hades et c'est ça qui est top. Alors Belle pour transférer les dégâts, c'est quand même super méga fort, surtout que ça peut aller chercher Kaloun, ça peut aller chercher Rhino. Ça peut aller faire des dégâts létals sur une créature, etc. Elsa pour coucher, ça, il n'y a pas forcément besoin d'expliquer plus. Anna, alors par contre ça, c'est mon petit coup de cœur du chapitre 8. Je l'ai essayé, je l'ai enlevé, je l'ai essayé, je l'ai enlevé, je l'ai essayé, je l'ai enlevé. Alors qu'est-ce qui est fort avec elle, c'est que c'est une carte polyvalente. Ça veut dire que si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Et si vous l'avez, c'est cool parce qu'en fait, il y a plein de petits effets qui sont cool avec cette carte-là. Déjà, c'est une 3-6. Elle l'or pour 2, elle n'est pas si évidente que ça à aller chercher. Par exemple, elle ne meurt pas automatiquement sur Zeus, contrairement à Picsou, c'est pour ça aussi qu'il y a qu'une fois. Et elle a soutien. Ça veut dire que quand elle part à l'aventure, elle donne ses points d'attaque à un autre personnage. Donc vous pouvez très bien avoir un autre combo qu'avec Crab contre par exemple Maui Requin. Vous jouez, vous avez Elsa sur le terrain, vous jouez
Vous avez, pardon, Anna sur le terrain, vous jouez Elsa, vous couchez Maui requin, vous partez à l'aventure avec Anna, vous boostez Elsa, et en plus, vu que vous avez une Elsa sur le terrain quand vous partez à l'aventure avec ce personnage-là, vous piochez une carte. Et ça, c'est chouette parce que ça vous fait un petit plus 1 et c'est cool. Si vous n'avez pas Elsa, ben, c'est pas grave, vous piochez pas, mais vous donnez quand même plus 3 à un autre personnage. Et ça peut faciliter grandement d'aller chercher les lieux contre les match-ups qui jouent les lieux. Ou d'aller chercher un trade, etc. etc. Et en plus, elle l'or pour 2, c'est cool. Tamatoa ben, pour aller rechercher les objets, pour continuer à piocher, à piocher, à piocher. Hades pour envoyer en encre. Ratigan, c'est aussi mon gros coup de cœur. Lui, c'est ma carte préférée du chapitre 8. Anna, c'est ma petite découverte coup de cœur. Et Ratigan, c'est ma carte préférée du chapitre 8. Alors, hors d'attaque, 6-7, l'or pour 4. À la fin de votre tour, si vous n'avez passé aucune carte de votre réserve d'encre ce tour-ci, ce personnage-là sera banni. Alors, on est bleu, on ancre facilement, vu qu'on pioche beaucoup parce qu'on a mauve, donc on crée quelques tours. Et du coup, ce qui est chouette, c'est qu'elle est hors d'attaque. Elle ne se prend rien du tout. La seule couleur qui peut éventuellement lui poser problème, c'est rouge, parce que rouge peut faire biprep, ou peut faire Lady Tremaine ou un roi à contester. Mais sinon, quand elle est posée, elle reste. Alors, ce qui est très chouette à faire comme combo avec Ratigan, c'est qu'encore une fois, c'est comme Anna. Vous pouvez vous permettre de l'ancrer, ça ne va pas entraver votre ascension vers la victoire vers le mid-game, late-game. Mais par contre, si vous arrivez à le setup correctement et qu'en plus vous avez Tamatoa et sous fétiche, vous gagnez 8 de l'or avec Ratigan. C'est énormissime. Sachant que vous grattez du lore, etc. un peu à tous les tours, ben ça peut vous rapprocher facilement de la victoire ou ça peut setup à létal, surtout avec sous fétiche. Vous avez sous fétiche posé avec Tamatoa ou vous le posez pour 7. Le tour d'après, vous jouez Ratigan pour 8. Normalement, donc, vous êtes proche de pouvoir utiliser votre sous-fétiche. Vous le faites, vous gagnez 4 de l'or et ça vous accélère. Et si la personne en face ne fait pas biprep ou ne sait pas le gérer, eh ben c'est pas grave. Vous partez à l'aventure avec et vous gagnez 4 de l'or supplémentaires. Et avec sous-fétiche, 4 de l'or supplémentaires. Enfin, faites le compte, ça peut être énorme. Ça ne se setup pas souvent. C'est pour ça que je peux comprendre ceux qui n'aiment pas jouer Ratigan et qui préfèrent jouer autre chose. Mais moi, je trouve que contre le miroir Oblurple, vous êtes sûr que Ratigan va rester. Et ça, c'est incroyable parce que vous allez au moins être sûr de gagner 4 de l'or avec. Et contre plein de couleurs, c'est ça. Enfin, c'est l'objectif aussi. Et puisque vous vous accélérez potentiellement avec Kida, avec des Vogués, avec des typos, etc., vous êtes sûr que vous allez pouvoir le sortir quand même vite, parce que c'est quand même un gros ton. Et si c'est un tour un petit peu middle, en fait c'est ça en fait qui est bien avec Ratigan, c'est que c'est une carte punitive pour l'adversaire. Si tous les tours c'est disputé et vous devez faire vos Hades, vos bounce les Hades, etc., trade, faire du lore, coucher et tout, c'est pas grave, vous jouez votre jeu contrôle. Par contre, si vous remarquez que vous avez une petite faille, un petit tour un petit peu plus faible que vous permettez, fait que, du coup vous pouvez vous permettre de tempo en jouant Ratigan, eh bien, vous êtes sûr que vous allez faire 4 de l'or derrière et la personne en face, elle va devoir commencer à se poser des sérieuses questions sur bah mince, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que Ratigan pousse l'adversaire à faire des choix quand Ratigan est posé et surtout si vous avez sous fétiche sur le bord, là c'est éliminatoire. Et en plus, il y a certaines games contre bleu rouge objet qui m'ont permis du coup de gagner parce qu'il venait assez vite, trop vite par rapport à ce que le bleu rouge avait. Et le bleu rouge, il y a toujours un moment donné où s'il n'y a pas l'atelier tout de suite, vous avez quand même pas mal d'axes pour pouvoir vous défendre, etc. Et si vous le sortez vite, il y a moyen que ça vous accélère vers la partie, enfin vers la victoire. Et après, ben, vous commencez à jouer vos chèvres et vous les bouncez, etc. Ou vous les bouncez pas et vous gagnez du lourd passivement. Et voilà. Alors, on passe dans les actions. Donc, 4 vogués sur la mer Azurite. Ah, j'en mets plus des enfants. Alors, pourquoi est-ce que je n'en ai mis qu'un seul? Dans ma méta locale, je précise, il n'y a pas énormément de decks qui jouent Yago. Alors, il y a des Blurple qui jouent Yago et il y a des Vermouth qui jouent Yago. Je ne l'ai mis qu'une fois parce que, et ça c'est vraiment une question de choix et c'est une question de test, vous pouvez clairement le mettre une deuxième fois. Et ça se trouve, en y réfléchissant d'ici samedi, je le mettrai peut-être une deuxième fois. Yago n'est plus joué en 4 fois dans les decks, ou en tout cas très rarement, ou peut-être potentiellement dans le Blurple. Et si vous avez teché une action ou deux pour justement bannir directement l'Yago,
vous gagnez un certain avantage. Étant donné que jamais plus des enfants coûte quand même 3, bon ok ça vous fait piocher une carte, ok c'est fort contre aggro, j'avais pas la place parmi les choix que j'avais fait dans mon deck pour avoir l'utilité d'en mettre plusieurs. Mais, vous pouvez en mettre plusieurs. Je ne vous dis pas qu'il faut en mettre qu'un seul, c'est juste que moi, parmi les choix que j'ai fait dans le deck, j'en ai mis qu'un seul. Vu que je pioche beaucoup, je trouve qu'il y a quand même moyen de le toucher. Et de toute façon, si vous n'avez pas l'action quand la personne met Yago, vous avez d'autres outils pour gérer Yago. Il y a Hades, même si au final contre le Blurple, c'est pas toujours conseillé de gérer Yago avec Hades, sauf si vous pouvez le bounce derrière. Parce qu'il faut savoir que contre le Blurple, le premier qui arrive à contrer l'Hades de la première personne en face, souvent il a un petit avantage. Mais vous avez Crab pour booster. Vous avez Anna pour booster. Alors oui, ok, il a 6 de défense, le Yago, j'entends bien. Mais vous avez quand même... Il va de toute façon aller trade le Yago dans un de vos personnages. Donc ça se trouve, vous allez pouvoir le trade avec le transfert de dégâts. Vous allez pouvoir simplement le faire taper dans les personnages. Ou alors vraiment, vous lui faites Hades dessus. Si vous n'avez pas votre action. Par contre, si vous l'avez, vous l'utilisez. Alors, on peut aussi jouer des actions qui coûtent moins, comme par exemple Force Hypnotique, ou alors la petite action qui donne charge pour A avec Isabella Madrigal dessus qui donne charge. Mais moi j'aime bien, jamais plus des efforts vraiment en une fois. En fait, pour le moment, dans tous les tests que j'ai fait, déjà j'ai pas croisé beaucoup d'Iago, donc ça a joué aussi dans ma prise de décision. J'ai pas, contre les decks aggro, ressenti le besoin de le faire souvent. Je l'ai fait une fois. J'ai senti que ça m'a aidé, mais j'aurais pu faire autre chose en fait. C'est juste que du coup, j'ai fait ça à la place de faire ce que je voulais faire. Mais mon autre opportunité avec les bounce, avec renard, crabe, etc., pouvait me faire avoir le même résultat au final. C'est juste que voilà, ça m'a permis de piocher une carte. Et en fait, la seule fois où je suis tombé contre Yago, je l'ai pioché 3 tours après. Et du coup, Yago est quand même resté 3 tours. Et je l'ai banni après 3 tours. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Et vu que de toute façon, dans la méta locale dans laquelle je suis, il y a beaucoup de style song, et il y a beaucoup de jaune-gris, et il y a beaucoup de gris de manière générale, et même dans les vermauves, il y a pas mal d'actions techées, comme improvisées, comme force hypnotique ou comme jamais plus des enfants, justement pour contrer les Yago dans les Blurple la plupart du temps, parce que dans le violet rouge évasive, maintenant il joue Vaiana, il ne joue plus vraiment Yago de toute façon. Donc au final, j'ai fait le choix d'en mettre qu'une. Maintenant, si je me rends compte qu'il faut que j'en mette plus, j'en mettrai plus. Hein. Et si vous, dans votre méta locale, il y a l'opportunité de la rentabiliser, go, jouez-en plus. 3 qui trouvent garde pour piocher, 4 mes amis de l'au-delà, 4 glace à l'eau, 1 sous fétiche, je vous ai expliqué avec le Tamatoa, ça vous permet, enfin moi en tout cas, j'ai trouvé que ça me permettait d'appuyer quand même, de gratter du lore contre violet rouge, de gratter du lore contre vert mauve, de gratter du lore contre violet gris, parce que violet gris en fait n'a pas forcément d'anti-objet dans son deck. En tout cas, pas beaucoup et pas pour le moment. Et au pire, si on me le bannit, je le récupère avec Tamatoa. Et au pire du pire, si on me le bannit, c'est pas non plus obligatoire pour me faire gagner la partie parce que j'ai plein d'autres options pour gagner la partie. Et alors j'ai mis 2 manoirs de Picsou parce que c'est la clé ultime de la victoire contre violet rouge, contre bleu rouge décapé et contre blouge qui du coup n'a pas cachez-vous en main. Mais ça vous fait gagner du lore, ça vous fait gratter du lore. Alors, conclusion. Ma decklist est vraiment conçue pour affronter un maximum de match-up. J'ai quand même choisi de ne pas me tecker contre le bleu-rouge objet avec les Cusco et les cachez-vous parce que en ayant essayé, ça me diminuait mon win rate contre les decks agressifs, ça diminuait mon win rate contre le Steel Song et ça diminuait mon win rate contre le Blurple en miroir. Donc du coup, j'ai préféré ignorer ce match-up là, j'ai choisi. Au chapitre 7, j'avais choisi d'ignorer le match-up aggro en enlevant les renards et les crabes. Et cette fois-ci, j'ai choisi d'ignorer le bleu-rouge objet, mais j'ai juste quand même mis les chefs pour essayer de m'aider, histoire de me dire, sur un malentendu, il y a peut-être moyen que ça passe. Mais le reste est vraiment conçu pour ma méta locale. Alors, je ne dis pas que, parce que ça j'ai déjà eu la remarque, je ne dis pas que le Blurple est un deck tier 0. Loin de là, c'est un très bon deck tier 1, mais c'est pas le meilleur deck tier 1 non plus, parce que justement, il est trop couteau suisse, ou parfois il est un petit peu trop... voilà, couteau suisse et on n'a pas les cartes qu'il faut au bon moment. On joue contre Steel Song, on n'a pas Kida,
on joue contre aggro et on n'a pas Madame Imrenard, mais au final, vu que vous piochez quand même pas mal, ça peut vous permettre d'aller chercher vos solutions et tout se joue au mulligan en fonction de contre quoi vous jouez. Une fois que vous avez fait la première manche, ben là, vous pouvez vous permettre de mulligan plus intelligemment, je vais dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme alternative de la decklist? Ben, on va du coup la modifier ensemble. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut enlever? On peut enlever, pour ceux qui n'aiment vraiment pas jouer Ratigan, on peut clairement enlever Ratigan, on peut enlever sous fétiche, on peut enlever le manoir. Et du coup, on peut se permettre de rajouter peut-être un jamais plus des enfants. On peut cut une chèvre, ça peut se faire aussi. On peut même cut une Kida ou rester à 3 Kida, ça dépend un peu de votre méta. On réaugmente avec un Picsou. Et alors, du coup, on peut rajouter notre ami Yago en 2 exemplaires. Et on peut rajouter Peter Pan. Où est-il? Et on peut rajouter du coup 2 Peter Pan. Et on arrive à du coup 61. Si vous voulez monter à 62, comme moi j'aime bien faire, ben vous rajoutez soit un Yago, soit un Picsou, soit un Merle Chèvre, soit une Kida. Ça c'est comme vous voulez. Mais c'est une option qui peut être faite aussi. Donc, une decklist comme ceci, ou alors vous pouvez très bien mettre un 3e Peter Pan, enfin voilà, vous montez à 62. Et donc ici, vous avez une decklist qui est encore un petit peu plus couteau suisse, dans laquelle vous pouvez jouer Yago si vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de style song, ou au pire vous l'ancrez. Vous jouez Peter Pan si vous savez qu'il y a beaucoup de discard, ou s'il y a beaucoup de Peter Pan en face, parce que du coup vous boostez votre Merle Crabe et vous donnez un Peter Pan, et en plus il la charge contre aggro, c'est sympa aussi, parce que ça peut aller chercher un porcinet tout de suite. Vous avez Anna que vous pouvez cut aussi. Vous avez une deuxième action jamais plus des enfants. Et vous n'avez plus du coup les manoirs, Ratigan et sous fétiche. Et vous avez une autre decklist qui est forte contre certains match-ups, un peu plus faible contre d'autres, mais qui voilà a le mérite aussi d'exister et qui est tout aussi très forte. Ou alors, autre option, vous partez d'une decklist qui vous plaît, vous vous aspirez et vous takez un petit peu. Je sais bien qu'il y a la grosse Ursula 4-7 qui permet qu'à chaque fois qu'elle est partie à l'aventure, vous pouvez incliner un personnage adverse et on ne peut pas incliner les personnages pour chanter. Cette carte-là peut être forte aussi. Il y a des decklists où il y a Ratigan sans sous fétiche et sans manoir. Il y a des decklists avec manoir mais sans Ratigan. Enfin voilà, vous pouvez vraiment composer votre sauce. Mais je vais dire le corps principal du deck, vous avez l'option avec Peter Pan Yago. Et vous avez l'option avec, comme la mienne, donc soit les Peter Pan, soit les Yago. Mais avec du coup plus de Kida, un petit peu moins de Picsou, plus de chèvre. Donc voilà, c'est vraiment une question d'équilibre et de ce que vous pensez que vous allez rencontrer et de ce que vous voulez être fort contre et un peu plus faible contre. C'est ça qui est cool avec le Purple, c'est que vous pouvez choisir. Alors, les deux decklists, enfin, voilà, les deux decklists que j'ai faites ici, c'est vraiment par rapport aux tests que j'ai fait, etc. J'ai beaucoup joué le deck depuis le chapitre 5, donc du coup, voilà, je ne dis pas que j'ai la science infuse, loin de là. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Mais en tout cas, si vous partez sur ces deux decklists-là pour apprendre à jouer Blurple, vous n'allez clairement pas être déçu. Elles sont fortes toutes les deux. C'est juste que moi, j'aime beaucoup moins jouer Yago parce que la carte me stresse. J'ai toujours peur qu'il y ait une action en face et qu'on me le bannisse et que je perde au tempo. Mais voilà, c'est une question de point de vue et de ce que vous voulez jouer et de ce que vous allez rencontrer. Et c'est ça qui est cool. Alors, du coup, on va clôturer la vidéo avec ceci. Donc, je mettrai ma decklist à moi en lien Dreamborn. L'autre decklist, je vous laisserai copier-coller ma decklist et la modifier. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter la vidéo, partager vos idées, etc. C'était Stygian. Bisous, mon petit loup. Je te souhaite un bon premier week-end de cette championship. Je te souhaite de gagner la carte et pourquoi pas le tapis. C'était Stygian. Bisous, mon petit loup. Mouah.